la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Tiffaine Samoyo propose une séance intitulée « S'entendre ». Donc je suis très heureuse de participer pour la première fois à l'aventure de ce cours méthodique et populaire de philosophie et de faire la connaissance de son public. Nous allons nous retrouver pour une seconde séance le 15 mars. Et finalement, je pense ces deux séances un peu comme un ensemble où nous allons réfléchir à l'écoute de l'autre, mais à l'écoute aussi des langues qui ne communiquent pas toujours entre elles, et en particulier à travers la question de l'écoute en traduction. Donc aujourd'hui, sous ce vocable, ce verbe, cet infinitif, s'entendre, je vous propose une réflexion générale sur l'accord, le désaccord, l'entente, la mésentente, le consensus, le dissensus, mais autour de la question suivante, s'entendre en quelle langue ? Et le 15 mars, on poursuivra avec l'utopie de l'équivalence, de la transparence des langages qui permettrait une entente parfaite. Et on travaillera sur cette utopie de l'équivalence, en particulier à partir de l'équivalence entre les langues postulées par les algorithmes de l'intelligence artificielle. Ce qui sera une occasion, donc j'anticipe sur la séance du 15 mars, qui n'est pas le propos de celle d'aujourd'hui, mais qui sera l'occasion de revenir philosophiquement sur les controverses autour de l'origine des langues et autour de l'origine de la pluralité des langues. Ce qui ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais donc celui de la séance suivante. S'entendre, donc, est-ce une proposition ou bien une injonction ? C'est d'abord se comprendre par l'ouïe, par l'oreille. Et le sens de comprendre par l'ouïe est attesté dès le XIIe siècle et présuppose une communication orale. L'écrit, lui, suppose une entente ou une saisie plus fine, plus travaillée, moins immédiate, peut-être plus complète, et donc elle est plutôt subsumée sous le verbe comprendre. Donc entendre serait comprendre oralement et comprendre, entendre l'écrit. Mais il est intéressant que l'aptitude à comprendre, on l'appelle philosophiquement l'entendement. L'entendement, chez Descartes, c'est ce qui s'oppose à la fois à l'imagination, mais aussi au savoir donné par la sensation. Donc c'est une faculté de saisir l'intelligible, l'entendement. Donc c'est une compréhension très élaborée de saisie de l'intelligible, par opposition au savoir donné par les sensations. Donc s'entendre, c'est bien sûr l'immédiateté du sens, quand comprendre, c'est la construction du sens, mais on voit, notamment à travers ce substantif d'entendement, que les deux, entendre et comprendre, se mêlent et doivent se penser ensemble. Alors je voudrais revenir un instant sur cette idée d'immédiateté du sens. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, l'immédiateté du sens ? Ça peut d'abord renvoyer à la transparence de la communication, une communication sans obstacle, qu'en effet on qualifie de transparente. Mais ça peut être aussi l'évidence d'un sens partagé par connivence entre les auditeurs. Ce qu'on dit parler la même langue. On s'entend parce qu'on parle la même langue, ce qui ne signifie pas forcément qu'on parle la même langue au sens linguistique du terme, mais on a une sorte de connivence, un accord sur le langage. Mais l'intelligibilité, l'immédiateté du sens, c'est aussi l'accord que l'on constitue, que l'on établit en cas d'incertitude. C'est d'ailleurs une des premières définitions de l'entente dans le dictionnaire de l'Académie française. Entente se dit proprement de l'interprétation qu'on donne d'un mot équivoque.
Donc il s'agit de s'entendre sur le sens d'un mot alors même que cette entente n'est pas évidente. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que finalement l'entente, c'est l'accord sur un sens non évident ou non clair. Donc l'entente concerne bien l'audition, mais au-delà de l'audition, la compréhension. Mais elle concerne aussi, on y est sensible lorsque le verbe apparaît comme ça tout seul, elle concerne aussi bien sûr le lien social, la relation sociale, avec relié à elle la question du contrat, ou de l'accord, comme je disais précédemment, et à l'inverse, celle du quiproquo, c'est-à-dire l'interprétation différente d'un même mot. Le quiproquo serait le contraire en ce sens de l'entente, puisque l'entente, c'est l'accord à partir d'un sens équivoque, alors que le quiproquo, c'est au contraire la plongée dans l'équivoque, où on prend un mot pour un autre, une chose pour une autre, ressort tellement exploité par le théâtre classique, puisque c'est aussi la comédie sociale du désaccord qui est mis en scène dans la comédie classique. Alors, dans le premier cas, dans le cas où l'entente renvoie à l'audition-compréhension, l'antonyme de l'entente, c'est le malentendu au sens littéral. Et dans le deuxième cas, celui de la mésentente sociale, enfin l'antonyme de l'entente sociale ou du contrat social, ce serait la mésentente ou la méprise. C'est aussi le titre d'un certain nombre de pièces de théâtre. Alors, on va s'arrêter un instant sur les définitions des dictionnaires savants. Donc là, j'ai résumé, vous allez voir, enfin, il y a plusieurs diapositives, mais j'ai résumé une définition extrêmement, celle du Trésor de la langue française, une définition qui fait, quand on la regarde entièrement, une dizaine de pages, du verbe transitif « entendre », en résumant le fait que cela touche 3 champs sémantiques, donc le domaine de l'audition, on en a déjà parlé, celui de l'intellection, donc la compréhension, plutôt dans la langue soutenue, et un domaine qu'on va moins travailler, mais que je mentionne aussi, qui est celui de la volition. Par exemple, j'entends faire ceci, ou j'entends aller au cinéma ce soir, donc ça, ce serait le domaine de la volition, qui est aussi plutôt dans la langue soutenue, mais qui s'emploie néanmoins. Alors, pour ce qui est du domaine de l'audition, on distingue entre l'attitude passive du sujet, c'est-à-dire avoir l'oreille frappée par un son ou par un bruit, mais aussi le domaine, entre l'attitude passive et l'attitude active. Et parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est l'attitude active, où l'on entend quelque chose, où l'on perçoit en prêtant attention à ce que l'on perçoit. Donc il y a déjà une évolution par rapport à l'attitude passive de l'entente, que l'on passe du champ sémantique de l'audition à celui de l'intellection, puisqu'on passe de l'oreille frappée par un bruit à la perception de ce bruit et à la compréhension de ce bruit. C'est comme ça qu'on glisse d'un sens vers l'autre. Mais cette écoute peut avoir aussi un sens moral, comme vous le voyez là à la fin de la définition, accueillir avec sympathie les propos de quelqu'un et agir en conséquence. Donc il y a un sens intellectuel, celui qui conduit vers l'intellection, et un sens également moral. Dans la compréhension, il peut s'agir aussi de prendre connaissance de quelque chose. Et alors là, on peut penser notamment au sens juridique, lorsqu'on entend un témoin, par exemple. Entendre un témoin, c'est bien sûr l'écouter, mais pour prendre connaissance de son témoignage, de ce qu'il a à dire. Donc on en arrive au deuxième champ sémantique du verbe, donc celui de la compréhension, de l'intellection, avec plusieurs significations. Donc comprendre
indépendamment de la perception physique. Donc il y a une immédiateté du rapport entre perception et compréhension. Ensuite, se mettre d'accord avec quelqu'un, donc ça peut être par la discussion, on s'entend sur quelque chose, sur le sens d'un mot par exemple, mais ça peut être aussi en nouant stratégiquement une entente avec quelqu'un, par un contrat par exemple. Enfin, cela peut être donner une interprétation précise à un terme, quand on dit notamment « j'entends par là ». Je dis cela, j'entends par là. Donc pour faire partager un sens commun à ses auditeurs et pour éviter le malentendu, comme le dit le dictionnaire. Et enfin, comme je le disais à l'instant, le domaine de la volition, avoir une certaine conception de quelque chose et vouloir faire partager son point de vue à autrui. Alors si l'on s'en tient aux deux premiers domaines, j'ai dit que je m'en tiendrai là, donc domaine de l'audition et de l'intellection, pour examiner en particulier comment ces deux domaines se relient, on est conduit à faire plusieurs observations et à poser au moins deux questions. Donc je vais faire successivement ces observations. La première, c'est que l'entente est une communication réussie. Et dans ce cas, la mésentente ou le malentendu seraient des communications ratées. Cette communication réussie suppose, je l'ai dit, un accord sur les mots de deux interlocuteurs, au moins, et sur les contextes de l'énonciation. Donc cet accord, il est établi sur une concordance entre un producteur et un récepteur. Mais en réalité, pour penser cet accord ou pour penser cette communication réussie, on a besoin de 3 termes et non pas de 2. Ça n'est pas simplement une relation entre un producteur et un récepteur. On doit prendre en compte 3 choses, à savoir le message, ce qui passe de l'un à l'autre, donc l'information, le contenu, mais aussi l'effet, c'est-à-dire la portée de l'acte de langage sur l'un et l'autre, sur le producteur et sur le récepteur, l'effet de ce qui est dit ou de ce qui est vécu et éprouvé dans l'acte de langage. Et enfin, en troisième lieu, il faut considérer les conditions, et ça c'est très important, les conditions réciproques de l'interaction, c'est-à-dire les contextes dans lesquels ça se produit, puisque un même énoncé produit dans des contextes différents, non seulement pourra produire des effets différents, mais sera transformé en fonction du contexte. Alors c'est très important de retenir ça par rapport aux situations de traduction. On est toujours dans un décalage temporel et également spatial, et donc ces contextes et ces effets se diversifient. La deuxième observation qui découle de la première, c'est que dès qu'il y a une production de sens en jeu, dès que la production du sens est en jeu, dès que le sens n'est pas donné d'avance, qu'il suppose un déchiffrement, une interprétation, l'entente réclame un effort. C'est un travail. S'entendre, ça devient un travail, en particulier lorsque les propos, et ils le sont, la langue les fait ainsi, lorsque les propos sont équivoques, que les mots sont ambigus ou polysémiques, enfin dans toutes les circonstances aussi qui rendent le sens incertain. Donc il faut penser que la plupart du temps, finalement, on n'est pas dans une immédiateté de la communication, mais que s'entendre suppose un travail, un effort. Troisième observation importante, c'est que, bon, bien sûr, on peut très bien imaginer qu'il y a une nécessité de s'entendre, une positivité de l'entente. A priori, on peut dire que bien s'entendre ou s'entendre, c'est une valeur positive, c'est une nécessité aussi sociale. Mais on connaît aussi les difficultés que pose l'entente, et c'est là que le sujet devient intéressant vraiment, c'est que ça n'est pas nécessairement une valeur positive. Pourquoi ? Parce que l'entente, au plan communicationnel et au plan social, eh bien, fabrique ce qu'on appelle la doxa. Donc fabrique un consensus faible ou mou sur un certain nombre de choses.
Et il y a beaucoup de domaines où le malentendu semble plus fécond que l'entente. Donc ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, vous allez le voir, dans beaucoup d'avancées scientifiques, culturelles, artistiques, eh bien, le malentendu est plus fécond que l'accord ou que l'entente. Alors je prendrai 2 exemples. Le premier exemple, c'est entre des disciplines différentes. Par exemple, entre sciences dures et sciences humaines, mais aussi entre histoire et littérature, entre sociologie et philosophie. La mésentente, elle est ce qui permet d'affirmer le bien fondé de ces options disciplinaires ou de ces options théoriques contre d'autres. Elle s'illustre notamment par des incompatibilités langagières. Et la formation des langages scientifiques, qu'on appelle parfois dans la langue courante des jargons, précisément parce qu'ils interdisent d'une certaine manière l'accès, ils interdisent une entente commune. Eh bien, cette formation des langages scientifiques par les différentes disciplines est presque toujours une manière d'éloigner le sens précisément commun. Le sens commun comme monstre de la science, en quelque sorte, comme repoussoir de la science, et qui implique que la mésentente ou le malentendu soit préféré à l'entente. Donc les langages, on pourrait penser que les langages scientifiques, ils sont là pour, soit on pourrait dire l'objectivité, la précision, mais en réalité, ils ne sont pas simplement là pour ça. Ils ont aussi pour but de protéger une discipline, de lui donner une autorité propre contre le sens commun. Un deuxième exemple est sur l'interprétation des textes, par exemple, et l'interprétation qu'on va donner d'un texte. Comme vous savez, il y a des textes qui font l'objet de très très nombreuses interprétations, à commencer par les textes canoniques, les textes religieux, mais également les textes littéraires, les textes philosophiques. Et presque toujours, une nouvelle interprétation s'affirme contre une autre, dans un désaccord avec l'autre. Il s'agit d'interpréter en affirmant un malentendu de l'explication antérieure, de la position antérieure. Donc là encore, il s'agit d'une stratégie d'affirmation qui fonctionne aussi comme un argument d'autorité, puisque, d'une certaine manière, en faisant cela, je dis « j'assois la légitimité de mon discours contre d'autres ». Donc là, ne pas s'entendre devient un geste, en quelque sorte, un geste presque nécessaire ou préalable à toute herméneutique. C'est un geste plus qu'un état de fait. C'est une stratégie aussi, un outil. D'où ce que j'appelle la fécondité du malentendu. Et là, je cite un ouvrage qui porte sur cette question à propos du geste herméneutique, un ouvrage collectif, Le malentendu, généalogie du geste herméneutique, où il est dit ainsi du malentendu, il n'est pas un obstacle qui s'interposerait entre un sujet et son objet. Le malentendu est un outil permettant à qui veut, après d'autres, interpréter, de se camper en interprète recommandable. Le malentendu, quel qu'il soit, dessine dès lors que son nom est prononcé, et il n'y a pas de malentendu sans cette prononciation qui peut prendre la forme du « je ne suis pas d'accord », tout simplement. C'est ça l'énonciation, la prononciation du malentendu. « Je diffère »,« mon avis est différent » ou « je ne suis pas d'accord ». Eh bien, ce malentendu dessine une configuration nécessairement tripartite. L'herméneute, donc l'interprète, seul, l'objet qu'il aborde à son tour, donc un objet qui appartient à tous, mais qui tout d'un coup devient le sien par sa propre interprétation, et la communauté, plus ou moins anonyme, des interprètes qui ont fait sur leur nom et leur thèse une relative unanimité. Donc c'est pour ça que l'interprète, à ce moment-là, il est seul contre tous, parce qu'il manifeste son désaccord contre un sens accepté, contre un sens sur lequel on s'était accordé. Un malentendu n'est jamais nommé que pour être dénoncé et dissipé. C'est dire qu'on distrairait moins facilement sa pensée des questions du pouvoir ou de l'autorité que de celles de la vérité. Alors qu'est-ce que veut dire la fin de cette phrase ? C'est intéressant, c'est que
parfois, dans le geste d'affirmation scientifique, interprétative, philosophique, eh bien, l'autorité prévaut, est première, prévaut sur la recherche de la vérité. La vérité et la recherche de la vérité vient ensuite. Il faut d'abord affirmer sa légitimité avec le « je ne suis pas d'accord ». Donc il s'agit d'affirmer son autorité par le désaccord, par la mésentente ou le malentendu, avant de chercher ensemble la vérité. Ou pour le dire autrement, on pourrait dire qu'il s'agit de ne pas s'entendre pour s'entendre. Et pour le dire encore plus simplement, de penser contre avant de penser avec. C'est donc toute la production du sens qui est en jeu, mais aussi celle de son évaluation. À partir de quel moment est-ce qu'on évalue, on considère qu'une interprétation est juste ou qu'un sens est juste? À partir de quel moment ce sens fait-il consensus? Passe-t-il de la solitude de l'herméneute seul à la communauté, au sens commun? Et dans quelle mesure, c'est tout la boucle de ce que je suis en train de décrire, dans quelle mesure, une fois que ce passage entre la solitude de l'interprétation à la communauté du sens commun, eh bien, à quel moment cette communauté, ce sens commun, se reverse-t-il en doxa, ayant besoin à son tour d'être renversé, etc. Alors là, j'en viens, après ces observations, à deux questions. La première, elle est très importante pour sortir un petit peu de ce cercle que je viens de décrire, où on s'oppose pour mieux s'entendre, mais quand on s'entend trop, on est obligé de nouveau de s'opposer. Et donc je vais poser la question, est-ce que la doxa, c'est-à-dire l'opinion ou les valeurs ou les préjugés ou des opinions dont certaines sont vraies, certaines sont fausses, mais en tout cas les opinions partagées par une communauté, est-ce que cette doxa est toujours problématique? Est-ce qu'il faut toujours s'y opposer? C'est un problème important. Alors évidemment que la doxa, elle n'est pas toujours problématique puisque c'est elle qui assure un certain accord sur un certain nombre de sujets et qui permet de former société ou communauté. Et si ce sont des vérités partagées, si cette doxa inclut des vérités qui sont partagées par une communauté, mais au-delà d'elle, par d'autres communautés, et au-delà des communautés, par-delà les époques, ou par-delà les changements d'époque, c'est le cas d'un certain nombre de vérités scientifiques, par exemple, eh bien, la doxa n'est pas problématique. Mais pour beaucoup d'autres vérités ou beaucoup d'autres valeurs, eh bien, l'entente commune change dans le temps. Et il y a donc nécessité de s'opposer à la doxa lorsque certains aspects ou la communauté dans son ensemble change. La doxa, on peut dire qu'elle est à la fois reconnaissance, elle permet précisément de reconnaître dans les propos de l'interlocuteur des valeurs partagées ou des convictions partagées ou des savoirs partagés, donc elle est importante de ce point de vue-là. Mais elle est aussi, et elle peut produire de la méconnaissance, puisqu'elle l'empêche d'aller au-delà des croyances, la plupart du temps des croyances ou des opinions avérées, partagées. Donc la doxa, elle nous empêche aussi de voir la réalité, ou la complexité de la réalité, puisqu'elle bouche en quelque sorte cette complexité par un discours, un accord, d'interprétation de cette réalité. C'est ce que dénonce en particulier Barthes dans les mythologies, c'est qu'elle transforme quelque chose qui est culturel, à savoir une opinion partagée sur le réel, en naturel. On pense que c'est tellement partagé qu'on croit que c'est comme ça de toute éternité et que ça ne peut pas être autrement. Et c'est ça, cette conversion du culturel en naturel que Barthes dénonce dans les mythologies, et qu'il appelle précisément des mythes. Donc, ce qu'il dit aussi dans les mythologies, enfin dans l'essai qui suit les mythologies et qui s'appelle « Le mythe aujourd'hui »,
c'est qu'on a tendance à confondre la doxa, c'est-à-dire ce qu'on croit être, avec l'épistémé, à savoir la vraie connaissance. Et il l'écrit ainsi, dans Mythologie, il relève ce divorce, je le cite, ce divorce accablant de la mythologie et de la connaissance, ou on pourrait dire de la doxa et de la connaissance, ou de la doxa et de l'épistémé. Je lis la suite de la citation. « La science va vite et droit en son chemin, mais les représentations collectives ne suivent pas. Elles sont des siècles en arrière. » Bon, il exagère peut-être un petit peu, mais enfin, c'est son opinion. « Elles sont des siècles en arrière, maintenues stagnantes dans l'erreur et par le pouvoir, la grande presse et les valeurs d'ordre. » Donc là, ce qu'il accuse aussi, c'est que la doxa va beaucoup plus lentement, elle ne prend pas en compte non plus les évolutions des savoirs, de la science, de la pensée du monde. Et pour lui, finalement, la doxa signifie l'idéologie. Et c'est presque, donc elle est très très négative chez Barthes. Alors, donc la doxa, c'est vraiment s'entendre, et la doxa, c'est des choses qui vont ensemble. Et donc c'est pour ça que j'associe cette réflexion sur la doxa à la réflexion sur l'entente, parce que la doxa, c'est précisément un accord collectif sur le sens de certaines représentations et surtout de certains mots. Donc c'est pourquoi il faut du malentendu, il faut de la mésentente pour en quelque sorte lacérer cette espèce de voile opaque de la doxa et revoir le monde autrement. J'utilise cette image parce qu'elle est vraiment parlante. Le malentendu, c'est pour entendre autrement. Mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on a un cercle qui est presque, qui est presque vicieux au sens où il revient toujours. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour fonctionner en communauté, il va bien falloir s'accorder sur un certain nombre de valeurs et de représentations, mais elles vont s'user et il va falloir de nouveau faire entrer le mécanisme du malentendu et de la mésentente. Alors je vais l'illustrer de manière assez allégorique par ce que j'appelle le paradoxe du changement de paradigme. Donc vous avez déjà sans doute entendu cette expression qui est devenue très à la mode de changement de paradigme, puisque ça pourrait être l'équivalent de la nécessité du malentendu par rapport à la doxa. C'est l'idée que à un moment donné de l'histoire, des sciences notamment, on a changé notre rapport aux représentations et aux explications du monde, et là on change de paradigme. Donc le premier, l'épistémologue qui a mis cela en valeur, c'est Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques, mais là il parlait de grands changements, comme quand on passe d'une conception géocentrée de l'univers à une conception héliocentrée. Donc là, voilà, c'est sur la longue durée, le changement de paradigme. Donc le changement de paradigme, c'est la révision du modèle de pensée dans les sciences. Et le paradigme, vous voyez, c'est proche de la doxa, dans ce sens que c'est un ensemble de croyances ou de valeurs partagées par les scientifiques et les philosophes. Donc c'est différent de la doxa parce que c'est pas par tout le monde. Le paradigme, c'est les croyances et les représentations partagées par les scientifiques. Et la doxa, c'est les croyances et les valeurs et les représentations partagées par tout le monde. Donc on est à une différence d'échelle entre paradigme et doxa. Même si maintenant on parle de paradigme de manière doxique. Donc vous voyez, je les ai donnés là sur la diapo, les exemples de paradigmes, ce sont des grands paradigmes, le paradigme de Ptolémée, le paradigme de Copernic, le paradigme de Newton, le paradigme d'Einstein, donc voilà. Donc ce sont des grands modèles, et on peut dire qu'il faut réserver le mot paradigme à ces grands modèles qui durent longtemps, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, c'est-à-dire que c'est des mutations complètes des représentations. Mais, comme je le signale aussi, on pourrait appliquer au terme de paradigme lui-même le retournement doxique qui provient d'une entente trop consensuelle ou d'une entente transformée en doxa. C'est-à-dire que
le terme même de changement de paradigme a fait l'objet de ce retournement doxique qui fait qu'il faut le changer puisqu'il a perdu tout son sens. Puisque maintenant, il est complètement rattrapé par la doxa. Il a d'abord été généralisé à l'ensemble des sciences humaines, alors qu'au départ, il concernait la physique, la biologie, enfin les sciences du monde, de la Terre. Donc il a été généralisé vers l'ensemble des sciences humaines, et notamment par la sociologie. On peut parler du paradigme des sciences politiques, le paradigme de la lutte des classes, le paradigme de capital social d'après Bourdieu, ou le paradigme de la naissance du capitalisme. Voilà, on peut utiliser ce terme de paradigme pour tous les modèles qui sont élaborés aussi par les sciences humaines et sociales. Mais vous voyez déjà qu'il y a un rétrécissement de l'importance ou de la durée du paradigme. Mais ensuite, il est passé du côté du langage de l'entreprise dans les années 90 et du côté du langage politique dans les années 2010, et où là, il peut vouloir dire 36 000 choses. On parle de paradigme pour parler de projet, on parle de changement de paradigme pour changer un axe de direction, par exemple, un axe de recherche. On peut parler de paradigme à la place d'idée. C'est un terme qui peut remplacer beaucoup d'autres et qui fonctionne comme un mot intimidant, comme un mot autoritaire, destiné à valoriser l'argumentation de celui qui l'emploie, ou d'intimider l'auditoire. En tout cas, ça fait partie de ces termes qui sont là pour justement fournir un argument d'autorité. Et donc, ce que j'appelle le paradoxe du changement de paradigme, c'est qu'il y a un moment où l'entente ne se fait plus et où il faut changer de modèle. Or, c'est la définition même du changement de paradigme. Et donc, ce que je veux dire, c'est que même avec une expression comme celle-là, on voit qu'on est obligé régulièrement de changer de terme, d'expression, puisqu'on ne s'entend plus sur sa signification ou la procédure qu'il met en jeu. Donc, pour revenir à ma question sur le problème de l'entente ou de l'accord, on peut se demander si un texte de pensée, un texte complexe, un texte littéraire, peut jamais recevoir pleinement son sens définitif ou sa traduction définitive. Donc, est-ce qu'il y a des objets de pensée, des objets artistiques, etc., qui peuvent résister à cette usure dont je viens de parler, à cette usure de la doxa et obligés à la mésentente. Donc, plus les textes, on va dire, sont polysémiques, complexes, plus ils permettent justement la coupure d'un désaccord ponctuel, eh bien, plus ils résistent au fond à cette usure de l'entente, qui est aussi un paradoxe de l'entente, puisque je commençais en disant qu'a priori on l'entend comme quelque chose de positif, alors qu'on voit bien le mécanisme qui le retourne en négatif. Donc c'est ce qu'on va examiner juste après. Avant d'en venir à cet examen des textes polysémiques, je voudrais faire une dernière remarque introductive. En réactivant la liaison sémantique dans s'entendre entre les plans de l'audition et de l'intellection. J'ai commencé par là, mais je voudrais qu'on ne l'oublie pas. Puisque, a priori, sémantiquement, donc cette liaison de l'audition et de l'intellection renvoie moins au texte écrit, et renvoie moins au texte écrit, à son interprétation, ou à la lecture silencieuse, pourrait-on dire, qu'à l'écoute et à l'oralité. Et le problème de l'entente serait plus lié à la communication orale. Le problème que je viens de soulever serait plus lié à la communication orale qu'à l'écrit. Alors bien sûr, on peut glisser métaphoriquement de l'un à l'autre plan et parler d'entente pour la compréhension d'un texte écrit,
Mais il me paraît important de maintenir l'idée que cela concerne essentiellement la communication orale pour faire sortir l'écrit. C'est-à-dire que quand on envisage l'écrit sous ce modèle de l'entente, on sort l'écrit de son apparente fixité et on postule que quelque chose flotte dans l'écrit et qu'il y a quelque chose d'instable dans l'écrit, hein, malgré l'apparente stabilité des écrits qui restent par rapport aux paroles qui volent, etc. Et que cette écoute nécessaire, c'est celle d'une oralité résiduelle qui serait dans tout texte écrit. Tout texte écrit pourrait porter, et il s'agirait de l'écouter, un reste oral. Et on oublie parfois d'écouter ce reste oral. Et il me semble que de penser l'interprétation des textes ou la lecture des textes à partir de ce verbe s'entendre ou à partir de la problématique de l'écoute, eh bien, est une invitation à penser cette oralité résiduelle. Et on va pouvoir le voir à partir de mes principaux exemples que je vais prendre avec vous aujourd'hui et qui sont tirés de la traduction. Pourquoi ? Parce que la traduction est vraiment un lieu d'observation remarquable des difficultés de l'entente et des variabilités de l'écoute. Et vous allez le voir très vite avec les petits exercices que je vais vous proposer maintenant. Donc je vais proposer 2 exercices avant de reprendre cette leçon philosophico-sémantique sur s'entendre. Alors le premier exercice, je l'ai appelé « Comment l'entendent-ils » Il s'agit de 8 traductions par 8 traducteurs, que des hommes. 8 traductions en italien, en moins de 40 ans, d'un même poème d'Apollinaire qui s'appelle « Cor de chasse ». Vous allez voir après, je vais vous donner les exemples des différentes traductions, mais là je dis juste quelques mots des traducteurs. Donc, vous voyez, en moins de 40 ans, donc entre 1943 et 1981, on a 8 traductions en italien, 8 traductions différentes d'un même poème. Alors, vous allez me dire, pourquoi 8 traductions ? Est-ce que c'est bien nécessaire ? Non, mais ça signale des choses parce que souvent on dit que là c'est pareil que les changements de paradigme ou les lacérations de la doxa. Un texte, la portée d'un texte change à peu près tous les 40-50 ans, disons. Et là on peut avoir besoin de retraduction pour ramener le texte à sa fraîcheur initiale. Là, vous voyez qu'entre 58 et 60, par exemple, en l'espace de 2 ans, il y a 4 traductions différentes. Donc, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il y a manifestement un moment apollinaire en Italie à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un poète qui est important pour les autres poètes. Il est à noter que beaucoup de ces traducteurs, Caproni, Sereni, etc., il y en a beaucoup qui sont eux-mêmes poètes. Donc, il y a un moment apollinaire qu'on peut voir en observant ces dates. Et évidemment, vous allez le voir, les traductions ne sont pas profondément différentes entre elles. Alors j'ai donné la référence aussi de l'article qui m'a servi pour rassembler ces différentes traductions. Donc on a un moment de prolifération qui signale donc la nécessité de cette parole étrangère et cette langue étrangère, celle d'Apollinaire, le français d'Apollinaire, dans la langue italienne, et donc une réénonciation régulière de ce poème. Alors, on va travailler sur ces différentes traductions, non pas pour se demander quelle est la meilleure, c'est pas du tout le propos, mais pour se demander qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce qui n'est pas écouté de la même manière, qu'est-ce qui n'est pas entendu, mais aussi qu'entendent les traducteurs. À l'écoute de quoi sont-ils ? Parce qu'on verra que c'est très complexe finalement de savoir quand on veut s'entendre, mais s'entendre pas seulement sur quoi, mais entendre quoi, s'entendre sur la différence de ce qu'on entend.
Donc l'intérêt de travailler sur la question de l'entente avec la traduction, c'est que tous les exemples qu'on va prendre indiquent qu'on n'entend jamais tout à fait la même chose. On a un même texte de départ et on a des compréhensions différentes de ce même texte, des écoutes différentes de ce même texte. Donc ça indique la variabilité aussi de l'écoute dans le temps. Alors là, c'est pas le plus frappant parce que, comme on l'a dit, les traductions sont très rapprochées. Mais quand on étudie des traductions qui sont très éloignées dans le temps, par exemple, on a pu le faire pour de très nombreuses traductions de Dante, par exemple, ou entre une traduction du XVIe siècle, une traduction du XIXe siècle, une traduction du XXe siècle, une traduction du XXIe siècle, on va avoir des différences qui sont liées aussi à cet éloignement des temps. Donc ça n'est pas simplement lié à la subjectivité du traducteur, c'est aussi lié à l'éloignement des temps. Donc cette variabilité de l'écoute dans le temps, elle est très intéressante aussi. Et évidemment, ce que montre la traduction, et c'est pour ça qu'elle permet de problématiser très bien la question de l'entente, c'est qu'elle montre qu'il n'y a pas de fixité d'un texte, que le texte, il bouge, à la fois dans sa signification, mais aussi dans ses rythmes, dans sa langue, dans ses langues, etc. Alors, il y a aussi l'intérêt d'un exemple comme celui-là, c'est de se mettre à l'écoute de quelque chose d'autre que les mots, qui sont évidemment les sons, les rythmes, qui indiquent que s'entendre ne concerne pas simplement le langage, les mots, enfin le langage verbal, mais aussi des accents, des sonorités, des blancs, enfin toutes sortes d'éléments qui font aussi l'objet de l'entente. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut écouter pour évaluer ces traductions, les analyser? Déjà, le poème en français que vous avez là, le poème d'Apollinaire, « Passons, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent. Les souvenirs sont corps de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. » Alors, c'est un poème, si vous n'avez pas je n'ai pas mis tout le poème parce que ça n'aurait pas tenu du tout sur la diapo. Donc, c'est un poème qui est composé de 2 quintiles, donc 2 strophes de 5 vers et d'un distique final. Donc, j'ai juste extrait la fin du 2e quintile, donc les 4 derniers vers du poème, c'est à la fin de la 2e strophe et le distique final. Alors évidemment, quand on entend le texte français, on voit qu'il repose sur des jeux de sonorités très, très visibles, très audibles, il faudrait mieux dire, avec la répétition dans le premier vers du « passons, passons » et « passe », mais aussi l'allitération. Des rimes, évidemment la rime, en particulier la rime riche entre souvent et levant. Et également, on peut être sensible à l'exténuation du son que raconte le poème, dont meurt le bruit parmi le vent, qui fait ce qu'il dit, en quelque sorte. Dont meurt, avec une ouverture, le bruit, ça descend parmi le vent. Qui implique aussi la principale recommandation que fait le théoricien de la traduction Henri Méchonic au traducteur, c'est-à-dire qu'il s'agit de traduire ce que les mots ne disent pas, mais ce qu'ils font. Que traduire, c'est traduire ce que les mots font, pas ce qui est dit. Et donc c'est ce faire du poème qui, évidemment, la grande difficulté à traduire. Je vais vous lire juste un petit passage de ce poétique du traduire de Méchonic pour éclairer cette proposition qui peut paraître un peu paradoxale. Traduire ce que les mots ne disent pas, mais ce qu'ils font. C'est ici que le rythme, comme organisation du mouvement de la parole dans l'écriture, donc là aussi, il y a cette oralité résiduelle, la parole dans l'écriture, comme système d'une subjectivation généralisée, ça n'est pas la langue, mais c'est le langage de quelqu'un porté par un sujet, peut permettre de reconnaître ce qui a toujours existé,
même si le signe ne permettait pas de le savoir. Dans cette écoute, c'est bien le mot qu'il emploie, il n'y a plus de double articulation du langage, des phonèmes, des mots, mais une sémantique sérielle. Ce qu'après Apollinaire, en plus il cite Apollinaire, ça tombe bien que dans un autre sens que lui, j'appelle des prosodies personnelles. C'est le récitatif. Autre chose que l'on peut observer, c'est les accents verlainiens du poème d'Apollinaire, ici, en particulier l'utilisation de parmi, dont meurt le bruit parmi le vent, qui fait penser à colloque sentimental, mais aussi à clair de lune, les grands jets d'eau svelte parmi les marbres. Donc toutes observations que l'on peut faire à partir du poème original qui rendent évidemment la traduction difficile, puisqu'il s'agit de restituer, non pas un sens bien sûr, mais une forme-sens dans une autre langue qui ne propose évidemment pas les mêmes articulations entre phonème et sens. Alors ce qui est frappant quand on regarde toutes ces traductions, c'est qu'elles sont assez peu différentes. Et là, c'est aussi lié à leur proximité temporelle, parce que plus il y a un éloignement temporel entre diverses traductions que l'on examine ensemble, et bien plus les différences sont grandes. Pourquoi ? Parce que les langues changent, les sentiments changent, le rapport à la poésie change, le rapport à la langue change. Donc tous ces changements se répercutent dans la traduction. Là, on est dans une période relativement restreinte, donc ces rapports-là, on va dire, à la poésie, à la langue, changent assez peu. Et c'est pour ça que les traductions diffèrent assez peu. Donc la manière de les lire, c'est de les lire un peu comme un thème et variation en musique. C'est-à-dire qu'on a un thème, c'est le texte original, et à partir de ce thème, on va avoir des variations, et des petites variations. Donc on peut considérer qu'il y a dans ce cas, on va voir tout à l'heure un exemple tout à fait opposé, que dans ce cas, il y a un accord, une entente sur le sens immédiat du poème. Mais il y a des petits désaccords. Et c'est ça que ceux qui sont intéressants à observer, et qui portent précisément sur l'écoute des rythmes ou sur l'écoute des sons. Alors la répétition, passons, elle est reprise, et l'allitération, elle est reprise par tous les traducteurs, passiamo, passiamo, tutto passa, et puis il y a la petite variante passiam, passiamo, sauf par un seul, c'est celui qui est le quatrième, qui se trouve Euralio de Michelis, la traduction 1960, où lui ne répercute pas la répétition. Passiamo, poiché tutto va. Et pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il va privilégier un autre élément rythmique et prosodique, et sonore, qui est le jeu entre la rime autour de chasse, caccia en italien. Et donc il va chercher un mot en italien qui ne se trouve pas dans le poème original, traccia, pour créer cet effet sonore en considérant que le cœur du poème, c'est son titre. C'est ce corni da caccia, les corps de chasse, donc lui, il interprète, si vous voulez, il va faire une interprétation au sens musical du terme, que le corps, la substance du poème tourne autour de ce terme, caccia, et qu'il faut retrouver dans la langue d'arrivée un équilibre sonore à partir de ce mot. Donc il va s'éloigner considérablement du texte original pour donner sa propre interprétation sonore du poème. Et on voit d'ailleurs que c'est sa traduction qui est la plus éloignée de l'original, puisque d'abord, il restitue une ponctuation, alors que vous savez que c'est un des grands gestes aussi d'Apollinaire dans Alcool en 1913, c'est de proposer un recueil entièrement dépourvu de ponctuation. Donc c'est assez provocateur ou ignorant de la part du traducteur ici de restituer une ponctuation. Ensuite, vous voyez qu'il transforme aussi en tercet, en refrain de 3 vers, le distique final. Donc ça, c'est un choix d'interprétation, si vous voulez, mais
voilà, on ne peut pas forcément le critiquer. Il choisit de transposer à partir de son écoute propre du poème. Et donc c'est une écoute qui est très transformative, qui n'est pas du tout une écoute littérale, ou alors qui présuppose qu'il n'y a aucune possibilité de transfert d'une forme-sens d'une langue dans une autre. Donc, à part cette version-là, que je mets un peu à part, il y a donc un accord principalement sur le premier vers. Il y a en revanche beaucoup de variations sur le second vers. Vous pouvez le voir même à l'œil, puisqu'il y a des seconds vers qui sont très courts, d'autres très longs. Il y a beaucoup de variations, et qui est lié à une difficulté, qui est le problème, en effet, de souvent, qui rime avec le vent. Et là, c'est compliqué en italien, puisque on n'a pas cette possibilité de faire rimer souvent avec le vent. Puisque même lorsque Lombardi, le premier, choisit sovente, qui est un adverbe quand même beaucoup plus rarement employé que spesso, même quand il traduit sovente pour être plus proche du français, ça ne rime toujours pas avec vento. Donc on n'a pas cette possibilité qui fait la beauté du poème original de faire rimer de manière riche souvent et le vent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de variations en fait, puisqu'il y en a qui vont choisir de faire rimer spesso et vento avec le O final, mais ce n'est pas une rime riche, ça ne crée pas du tout le même effet. Et effectivement, le choix de Lombardi se justifie, puisque vente et vento, ça crée aussi une boucle musicale. Enfin, on voit là, à la différence en tout cas entre les différentes propositions, qu'il y a une difficulté. C'est souvent plus il y a de différences, plus il y a une difficulté à se mettre d'accord, je dirais, à s'entendre. Et c'est là qu'on le voit le mieux. Donc une autre variation qui est très frappante, c'est le cas de le dire, parce que voilà, elle est sonore, c'est le substantif du dernier vers. Donc le bruit, le mot tout simple de bruit utilisé par Apollinaire, qui va faire l'objet de 4 traductions différentes, même 5 en fait, 5 traductions sur 8 versions, 5 traductions différentes de bruit, avec 2 fois suono, 2 fois voce, qui est probablement choisi pour son allitération avec vento, voce, vento, 2 fois rumore, 1 fois clamore et 1 fois bruito, qui paraît peut-être le plus proche de bruit, mais qui en fait ne l'est pas parce que c'est un mot assez archaïque en italien. Donc le mot qui est le plus proche, disons, sonorement de la langue française, c'est un mot effectivement de la langue latine, mais qui est très courant en français, mais pas du tout courant en italien d'aujourd'hui. Alors, là, pourquoi autant de variations sur un mot qui peut paraître complètement évident? Donc, est-ce que bruit, on n'a pas d'accord sur le mot bruit? Pourquoi il y a désaccord sur le mot bruit? C'est quand même très intéressant. Parce que c'est précisément aussi un mot voilà, le bruit, on en a tous des perceptions différentes. Et donc, on n'arrive pas à entendre de la même façon le bruit. Alors évidemment, c'est lié aussi au choix traductif de chaque traducteur. On peut très bien voir, je le disais tout à l'heure, pour voce, et on peut très bien comprendre que les traducteurs qui choisissent voce, c'est pour la sonorité avec vento. On voit aussi que ceux qui choisissent rumore ou clamore, c'est pour créer un effet de paronomase, c'est-à-dire de jeu sonore entre rumore et muore. Rumore et muore. On l'entend très bien, mais on aurait très bien pu le faire en français. La rumeur, dont meurt la rumeur. Et effectivement, Apollinaire ne choisit pas de faire ce jeu. Mais les traducteurs, souvent, ils pensent que parce qu'ils ont perdu
quelque chose d'un côté, il faut le rattraper de l'autre. Donc là, on voit bien que le choix de rumore, d'entendre rumore, c'est pour jouer avec muore. Mais ça fait beaucoup plus de bruit. Hein. Quand on entend di cui muore il rumore, on entend beaucoup plus de bruit que dont meurt le bruit parmi le vent. C'est pas du tout la même écoute, hein, la même sonorité. Alors il y a un choix qui me paraît très intéressant, c'est le dernier, enfin non, celui de Sereni, il cui clamore smuore nel vento. Lui, il choisit de changer le verbe. Il n'utilise pas le verbe mourir, mais il utilise smuore, qui veut dire voilà, d'éteindre, décolorer en quelque sorte, et qui crée un effet qui donc s'éloigne du sens de mourir un petit peu, mais continue à le faire entendre, tout en ajoutant un élément mélancolique, automnal, en fait, qui est bien l'atmosphère du poème d'Apollinaire. Donc là, il y a un choix qui paraît très intéressant. Donc qui implique une discordance, qui implique un désaccord, mais pour retrouver un accord, pour retrouver une entente avec le poème. Donc je suis rentrée un petit peu dans les détails, parce que je trouve que voilà, c'est aussi dans les petites différences que l'on voit les difficultés de l'écoute, déjà. Et évidemment, chacun de ces poètes, de ces traducteurs, dont beaucoup sont poètes, choisit de se mettre à l'écoute très fortement, mais n'entend évidemment pas la même chose, et surtout ne peut pas répondre de la même manière, ne peut pas reproduire exactement le complexe, on va dire, le complexe à la fois oral, écrit, sémantique, rythmique, sonore de l'original. Alors, j'avais un petit interlude sur lequel je vais passer très très vite, parce que la traduction d'Apollinaire, c'est vraiment quelque chose de très important dans beaucoup de cultures. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Au XXe siècle, beaucoup d'écrivains dans différents pays, dans différentes cultures, ont considéré que le meilleur apprentissage de l'écriture, de la poésie, c'était de traduire Apollinaire. Et j'en ai trouvé un cas très intéressant dans un roman de Paul Auster qui s'appelle 4-3-2-1, qui est un roman tout à fait extraordinaire, qui met en scène 4 versions d'un même personnage avec 4 destinées différentes. C'est un roman très très romanesque, avec un des personnages qui est traducteur et qui traduit Apollinaire. Et alors, je vais aller vite parce que je ne vais pas avoir le temps sinon de tout dire, mais qui développe d'abord cette idée que la traduction est un apprentissage de l'écriture, parce que précisément c'est une écoute des sons de l'autre. Deuxièmement, l'idée que la traduction d'un poème doit elle-même être un poème, donc qui est déployé par énormément de penseurs de la traduction, de Méchonic à Yves Bonnefoy. Donc je vais assez vite parce que je veux aller à mon autre exemple, et avec la mise en évidence dans le roman, comme dans un autre texte plus autobiographique de Paul Auster lui-même, qui a lui-même traduit Apollinaire en français, de la traduction, de plusieurs traductions du Pont Mirabeau. Voilà, donc je vous laisse regarder. Je voulais juste en dire... Donc, dans tout ce roman, il déplie l'expérience du traducteur comme celle d'une entente particulière avec le monde. Et donc, il met en scène un personnage dont les versions d'Apollinaire et de Desnos, donc c'est le personnage qui les traduit, mais il faut savoir que Paul Auster les a traduits lui-même dans la vraie vie, commençaient à sonner comme des poèmes anglais et non plus comme des poèmes français, passés à la moulinette linguistique et traduits en franglais. Donc il y a d'abord cet espace de moulinette linguistique, et ensuite
de répercussions sonores d'un poème français devenu poème anglais. Et il y a toute une discussion aussi sur les choix de traduction, puisque vous pouvez voir, si vous avez le temps de lire et que vous connaissez un petit peu d'anglais, les grandes différences qu'il peut y avoir entre deux traductions différentes de ce même poème. Donc s'entendre, dans le cas de la traduction, c'est en quelque sorte avoir tout écouté, ce qui n'est pas entièrement impossible, mais qui est, je le disais tout à l'heure, difficile. C'est cette difficulté qui nous intéresse. Alors dans d'autres cas, et c'est le deuxième exercice que je vous propose, dans d'autres cas, eh bien, on peut se demander si la moindre entente est possible. Et quelquefois, quand on compare des traductions, on fait l'expérience de la différence radicale, de l'entente impossible. Et tout à l'heure, à l'instant, je vous ai montré un exemple où il y a des petites différences. Et maintenant, je voudrais insister sur un exemple où il y a de très grandes différences. Et il s'agit d'un extrait de Finnegan's Wake. Donc, c'est bien de parler de Finnegan's Wake et de Joyce en ce moment, parce que vous savez que demain, c'est l'anniversaire non seulement d'Ulysse, qui aura 100 ans, le roman de Joyce aura 100 ans demain, puisqu'il était paru à Paris en anglais le 2 février 1922, mais il était paru lui-même le jour anniversaire de Joyce. Joyce avait 40 ans le 2 février 1922, donc demain, c'est l'anniversaire de ces deux figures. Donc là, je prends l'exemple d'un texte qui est réputé encore plus intraduisible, qui est Finnegan's Wake, puisque c'est un texte qui est fondé sur la rencontre de quantités de langues différentes. Donc c'est un texte qui se donne à lire en quelque sorte en traduction et qui a pour conséquence donc une très très forte résistance à la traduction. Alors, ce qui ne veut pas dire que cette traduction n'est pas tentée, au contraire, c'est souvent les textes les plus difficiles à traduire qui attirent les traducteurs, puisque la traduction, l'entente justement va supposer un travail ou un effort intéressant à mener. Mais on peut se demander ce que peut vouloir dire traduire lorsque un texte ne cesse de se traduire. Pourtant, donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de traductions déjà de Finnegan's Wake en français. Une traduction intégrale publiée, une traduction intégrale non publiée et un certain nombre de traductions partielles. Alors, moi, je me suis essayé aussi la traduction d'une partie un petit morceau de ce texte, précisément pour voir quelle expérience on pouvait faire et quel accord on pouvait trouver d'une langue à l'autre dans un texte pareil. Donc effectivement, cela implique une sorte de quelque chose qu'on pourrait appeler un traduire-écrire qui tire l'œuvre vers une autre forme d'elle-même. C'est pas forcément qu'une autre œuvre, c'est une autre forme de la même œuvre. C'est ce que j'aurais envie de dire dans le passage d'une langue à l'autre. C'est-à-dire que l'œuvre poursuit finalement son processus en maintenant actif un courant entre les langues. Donc c'est une œuvre qui s'écrit à l'intersection de plusieurs langues, avec pour base l'anglais, mais à l'intersection de plusieurs langues, donc qui met en branle finalement la relation entre les langues, la possibilité de faire communiquer comme des rivières ou des fleuves communiquent, c'est un des grands motifs de Finnegan's Wake, le fleuve, eh bien, de faire communiquer les langues entre elles, c'est-à-dire pas forcément les superposer les unes aux autres, mais montrer que dans certains points, à certains points géographiques en quelque sorte, elles se rejoignent. Donc bien entendu, on fait une expérience, quand on traduit ça, on fait une expérience des limites de la traduction, parce que la traduction, c'est ça que vous allez voir dans l'exemple que je vais vous montrer juste après, c'est que non seulement la traduction ne ressemble pas à l'original, bon ça c'est le cas de presque toutes les traductions, mais là ce qui est frappant, c'est que les traductions ne se ressemblent pas entre elles. Et donc c'est ça peut-être le plus étonnant. Donc on n'est plus dans le mode de la variation, comme dans l'exemple précédent, ou de l'air de famille, mais de la différence radicale. Voilà, donc là j'ai pris un tout petit extrait pour que vous puissiez le visualiser. Donc vous voyez les difficultés, c'est que les mots sont tous des mots valises, ils n'appartiennent pas au dictionnaire, donc, enfin pas tous, enfin beaucoup d'entre eux, il y en a 2 qui n'appartiennent pas au dictionnaire, et ceux qui appartiennent au dictionnaire sont détournés
dans la syntaxe qui est proposée. Donc grasshoop, c'est un mot valise, hands grain, c'est un mot valise. Donc avec effectivement aussi un jeu rythmique, un jeu sonore, voilà. Et comme vous voyez, toutes les propositions traductives ne permettent pas de reconstituer l'original. Alors évidemment, à partir des versions d'Apollinaire, on ne pouvait pas reconstituer l'original, mais plus ou moins quand même. C'est-à-dire, on pouvait avoir une idée de l'original. Alors que là, on ne peut pas, puisque les traductions sont trop différentes. Donc vous voyez la différence entre pas une cyclale pour sonano, pas une graine fourmi de minerai. Bon, Soupeau et Beckett, dans le même passage, ils choisissent de même pas traduire cette phrase. Donc ça arrive aussi. Et donc on fait silence, c'est plus simple. C'est plus simple pour mieux entendre. La traduction suivante est intéressante. Ils furent mariés sans sautoir ni couronne à passer à son doigt, sans la moindre once d'or. Elle est beaucoup plus explicative. Elle raconte une histoire à partir de quelque chose qui est très incertain. Et on peut comprendre cela au fait que c'est la seule traduction intégrale publiée. Elle a été publiée chez Gallimard. Et puisqu'elle essaye de faire passer le texte à des lecteurs déterminés, à un horizon d'attente de lectrices et de lecteurs, eh bien, il s'agit de trouver un accord justement sur un sens, même là où c'est complètement incertain. Donc il y a un côté explicatif qui est destiné à faciliter l'accès au texte à ces lectrices et ces lecteurs. C'est très intéressant. Alors que dans des traductions plus expérimentales, par exemple la nôtre, celle que j'ai faite avec une amie, on a essayé d'être à l'écoute des jeux de mots, donc scarabag par exemple pour grasshoop, donc pas un scarabag pour l'encercler, pas le plus petit fourmillon d'or. Donc là, mais c'est plus expérimental, c'est une traduction qui est parue dans une revue artistique, poétique, etc. Donc on peut plus s'amuser que si on est coincé par un éditeur ou par un horizon de lecteur qui attend un texte pas forcément facile à lire, mais du moins un tout petit peu intelligible. Donc vous voyez là, on est dans des traductions qui n'écoutent pas la même chose, qui n'entendent pas la même chose, à partir d'un sens qui est flottant. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça n'est pas du hors-sens ou du non-sens, mais c'est un sens instable, c'est un sens en mouvement, en permanence en mouvement. Donc on est évidemment très très loin de la recherche d'équivalence quand on traduit un texte comme celui-là. Et l'idée, c'est de reproduire, ce que je disais à l'instant, d'un mouvement entre les langues, beaucoup plus qu'une forme-sens qui serait arrêtée. Je vous donne un autre exemple que je ne vais pas détailler, en précisant que ce passage donc, qui a été traduit de multiples fois, c'est un passage assez central dans Finnegan's Wake, et c'est un très beau chapitre qui s'appelle du nom de l'héroïne, Anna Livia Plurabel, et qui met en scène des lavandières qui lavent du linge dans le fleuve qui passe à Dublin, la Liffey. Et elles se tiennent un bord à l'autre du fleuve et elles échangent des ragots tout en lavant les chemises de leur mari, le linge de la maison, etc. Et donc, on entend à la fois le grondement du fleuve, on entend leurs propos qui s'échangent et surtout la manière dont les sons et les propos se perdent dans l'espace et dans le vent. Et progressivement, il y a une sorte d'emballement du fleuve, c'est-à-dire le fleuve se met à grossir, à faire de plus en plus de bruit. Donc on entend de moins en moins les femmes parler, leurs propos se mélangent avec toutes sortes d'autres sonorités, et donc ça crée une sorte de brouhaha que Joyce répercute dans son texte. Donc c'est tout à fait extraordinaire comme expérience littéraire et artistique. Et alors j'ajoute qu'une des performances aussi de ce passage, c'est que Joyce a infusé des centaines et des centaines de noms de fleuves à travers la planète. C'est-à-dire, il a pris des cartes géographiques, il a relevé tous les noms de fleuves en Inde, en Chine, en Islande, en Allemagne, en France, etc. Et il a placé ces noms dans le texte. Donc là, je les ai mis en gras.
Donc ça fait que dans la traduction, vous êtes obligé aussi, vous, d'aller chercher des noms de fleuves pour faire entendre quelque chose. Donc ça fait partie évidemment des contraintes très très fortes, de faire entendre des niveaux à la fois de sonorité, de réalité, de noms, puisque là on a des noms propres qui sont à l'intérieur de noms communs. Donc vous voyez, il y a une sorte de complexité du langage qui nous oblige à réfléchir aussi beaucoup sur lui. Alors la différence est encore plus radicale, c'est lorsqu'on essaye de traduire un texte comme celui-là dans une langue qui n'est absolument pas voisine, parce que vous voyez, quand on prend l'exemple précédent, que les mots, enfin les fleuves de l'anglais au français, ils peuvent rester à peu près intelligibles. Alors que ça devient beaucoup plus compliqué quand on passe dans une toute autre langue. Donc je donne l'exemple ici de la traduction chinoise de Finnegan's Wake, mais qui a été un véritable événement dans ce pays, dont le premier volume seul en a été publié jusqu'ici, mais il a été beaucoup vendu. Alors il faut dire que c'est une prouesse incroyable, donc je vous montre un peu comment ça se présente. Donc c'est le même passage que celui que j'ai traduit, donc c'est le début de ce chapitre Anna Livia Plurabel. Et où là, c'est encore beaucoup plus compliqué. Alors, que choisit la traductrice ? Eh bien, elle choisit de proposer plusieurs traductions. Donc, vous avez une première traduction en gros caractères, et au-dessus, vous voyez sans doute une traduction en plus petits caractères. Donc, déjà, à l'intérieur de la proposition traductive, vous avez une double proposition très souvent, pas toujours, mais très souvent. Et chaque page est associée à une page de notes où toutes les autres possibilités interprétatives sont fournies. Donc je vous donne l'exemple juste du premier, rien que la lettre, ça commence par O, Anna Livia. Donc O, rien que le O fait l'objet d'une pluri-interprétation, puisque comme elle le signale dans la note 1, le O peut signifier l'interjection, O, mais aussi l'O en français, mais aussi la voyelle O, mais aussi l'oméga, mais aussi over, mais aussi Othello, dans des jeux qui vont être faits avec la suite du texte. Sur la note 15, par exemple, parce que ça renvoie à ce que vous voyez dans l'autre exemple, la rivière Saale. C'est une rivière qui passe en Bavière, une rivière allemande qui s'appelle Saale. Et donc, vous voyez là, par exemple, Beckett, Saalo, nous on l'a mis dans Saalir. Alors elle l'utilise aussi. Donc la note 15 concerne ce terme, Saale, donc qu'elle fait renvoyer à soil en anglais, à salle en français, puisque c'est un texte interlinguistique qui mélange plusieurs langues, à salir en français, et elle précise aussi qu'il s'agit d'un fleuve allemand, dit Saale. Voilà, donc pour vous dire que les problèmes qui avaient déjà l'air énormes quand on passe de l'anglais au français, ils sont évidemment encore augmentés lorsqu'on passe à une langue dont les origines et le système est tout à fait différent. Mais ça n'empêche que, vous voyez, quelque chose est possible. Il y a un effort d'écoute qui prend des formes différentes, qui oblige à plus de travail encore. Donc je voudrais terminer en posant la question de ce qu'apporte la réflexion sur la traduction conduite à partir de ces exercices, ce que ça apporte à la pensée de l'entente, en particulier lorsqu'on ne parle pas la même langue. Et je rappelle ici qu'on pourrait gloser s'entendre précisément par parler de la même langue. Quand on s'entend bien avec quelqu'un, on parle la même langue. Et même quelquefois, on n'a même pas besoin de parler tellement on parle la même langue, puisque quelquefois, on parle de s'entendre à demi-mot ou s'entendre sans parole.
Donc la question de ma synthèse, c'est comment parler la même langue lorsqu'on ne parle pas la même langue. Ce serait ça la problématique, peut-être, de s'entendre. La traduction, comme j'ai essayé de le montrer, est une réponse continuée à cette question. C'est-à-dire que la traduction, elle existe presque pour répondre à cette question. Comment parler la même langue lorsqu'on ne parle pas la même langue ? C'est la réponse à cette question, qui est une question importante de la vie de l'humanité. Et la traduction est en quelque sorte l'effort interminable pour répondre à cette question. Je dis interminable parce que l'expérience de la traduction montre que l'entente n'est jamais totale, qu'elle nécessite un travail au moment où on le fait, mais aussi une perpétuelle reprise. Justement du fait, on l'a vu, mais on en reparlera dans la deuxième séance du cours, le 15 mars, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence parfaite. Donc pour proposer une synthèse à partir de cette question, je vais terminer en évoquant 3 points pour saisir les enjeux de l'entente auditive, intellectuelle, sociale. Et en utilisant donc les apports de la réflexion sur la traduction pour ces enjeux. Et comme je ne veux pas n'avoir que des propos qui mettraient la mésentente du côté du positif et non du négatif, le point central fera quand même du malentendu un problème. Mais globalement, disons que la traduction permet de valoriser, tout en valorisant le travail de l'écoute, permet aussi de mettre en évidence la force du malentendu, que j'ai déjà expliqué dans ma longue introduction, dans mon long préambule, mais je reviendrai pour conclure sur ces points-là, pour conclure provisoirement sur ces points-là, à partir de la traduction. Donc, premièrement, donc là, je vous ai mis les références que je vais utiliser pour aborder ces 3 points. Donc, premièrement, l'illusion du consensus versus le travail de la différence. Donc là, on reprend le problème de la doxa, et plutôt que d'instruire forcément un malentendu ou une mésentente, on valorise un travail de la différence qui ne fait pas consensus, mais implique précisément ce travail de compréhension. Puis j'évoquerai avec Kundera le malentendu comme problème, et enfin avec Philippe Forest et la beauté du contresens, le malentendu comme chance. Donc, pour l'illusion du consensus, bon, c'est un titre de la philosophe politique Chantal Mouffe, qui dit que le consensus, la réconciliation totale, comme visée de la démocratie, on pourrait penser que la démocratie, elle a comme visée ce consensus, cet accord commun, cette réconciliation entre tous les membres d'une communauté, eh bien, elle pose que ce consensus est une illusion, ou voire même une erreur. Et c'est intéressant, et donc dans mon livre « Traduction et violence », je reprends cette analyse pour montrer que dans la traduction, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours différentes options entre 2 énoncés, entre différentes options parmi lesquelles on choisit. Mais on le fait toujours au détriment d'autres options. Donc une traduction, elle nous apprend qu'il n'y a jamais de consensus définitif précisément sur l'écoute. On pourra toujours instruire une différence. Elle va se créer dans le temps, mais comme vous avez pu le voir ici, elle se crée même rien que de l'une à l'autre d'une écoute, d'un traducteur à l'autre, d'une écoute à l'autre. On va avoir cette petite différence qui est précisément ce qui va nous intéresser. Il ne s'agit pas forcément d'un désaccord complet, mais de penser que le sens se déploie dans la petite différence, de même que si on développe l'analogie politique, qu'on doit penser aussi la communauté avec
ces petites différences et les lieux où elles se rejoignent, plutôt que dans l'identité ou le consensus. Alors c'est ce que marque bien le travail du vocabulaire européen des philosophies dirigé par Barbara Cassin, qui fait l'objet d'ailleurs de traductions, adaptations, je l'ai signalé sur cette diapo, en différentes langues européennes et non européennes. C'est une entreprise qui a beaucoup de rayonnement aujourd'hui mondial, entre les langues donc. Mais ce qu'affirme ce vocabulaire européen des philosophies, c'est que la non-équivalence des concepts, c'est leur chance. C'est la force de la philosophie, c'est justement de ne pas forcément s'accorder sur la définition de la vérité, du monde, du réel, mais de travailler sur les petites différences sémantiques qu'il y a entre ces mots dans différentes langues. Donc pour moi, c'est une vraie mutation dans la pensée philosophique, c'est-à-dire de ne pas penser que les concepts sont des universaux, mais que, précisément, ils ne peuvent faire l'objet d'une entente ou d'un accord qu'à condition de prendre en compte les petites différences que chaque langue imprime à ces concepts. Alors là, vous ne pouvez pas voir bien parce que la photo n'est pas bonne, mais il y a par exemple, là j'ai pris l'exemple de right, qui va être mis en relation avec juste, just et good dans différentes langues. Donc je vous dis juste pour voir comment ça pense, comment est-ce qu'on peut penser en dehors de l'universel du concept, mais dans un accord fondé sur l'entente de désaccord. C'est comme ça que je définirais cette entreprise philosophique. Le français ne distingue pas nettement le bien et le bon, alors que l'anglais a deux séries distinctes qui correspondent assez clairement aux deux catégories de biens. Par contre, le français distingue clairement entre le bon et le juste, au sens de l'intérêt particulier individuel et collectif, et de la loi morale universelle, alors que l'anglais est moins net sur la distinction entre right et just. Alors, c'est vraiment très très intéressant parce que non seulement ça montre qu'il y a des petites différences, mais ça invite à penser autrement le bien et le juste en contact avec la façon dont peuvent le penser différentes langues. Donc là, prendre en compte le désaccord permet un accord plus large, plus diversifié, plus complexe que le simple accord qui résulterait, alors qui est commode, qui est commode, mais qui résulterait du fait qu'on considère que les mots sont synonymes ou qu'ils sont équivalents. Donc c'est, me semble-t-il, une pensée plus forte qui accepte la moindre autorité, si vous voulez, de la différence ou du désaccord, plutôt que l'autorité de l'un ou de l'universel. Donc là, je parle de désaccord ou de différence. C'est évidemment une positivité pour s'entendre. Deuxième élément de conclusion, c'est le moment où, comme je l'ai dit, le malentendu peut être un problème. Et la traduction nous aide aussi à le penser. Et quand il y a un problème, quand il y a substitution d'autorité, c'est-à-dire que plutôt que d'être à l'écoute et d'inscrire la traduction dans un mécanisme de rencontre entre les langues ou de petites différences, c'est d'affirmer d'une certaine manière sa langue contre l'autre. Et c'est ce que dénonce très bien Kundera dans les Testaments trahis à propos des traductions de Kafka. Et il analyse très précisément plusieurs traductions en français de Kafka, en montrant que les traducteurs se sentent obligés, lorsque Kafka emploie le verbe être plein de fois, le verbe avoir plein de fois, eh bien les traducteurs se sentent obligés de trouver des synonymes. Il dit là, la traduction trahit, pourquoi ? Parce qu'au lieu d'écouter la pauvreté du texte original, eh bien elle va vouloir démontrer la richesse de son propre texte ou la richesse de sa propre langue. Donc là, c'est un défaut d'écoute qui fait de la mauvaise écoute, de la mésentente, ce que Kundera appelle une trahison. Avec cet extrait que je vous lis,
L'autorité suprême pour un traducteur devrait être le style personnel de l'auteur, mais la plupart des traducteurs obéissent à une autre autorité, à celle du style commun du beau français, du bel allemand, du bel anglais, etc. Tel que le français que l'on apprend au lycée. Le traducteur se considère comme l'ambassadeur de cette autorité auprès de l'auteur étranger. Voilà l'erreur. Tout auteur d'une certaine valeur transgresse le beau style, et c'est dans cette transgression que se trouve l'originalité et partant la raison d'être de son art. Le premier effort du traducteur devrait être la compréhension de cette transgression. Il y a des auteurs dont la transgression du beau style est délicate, à peine visible, cachée, discrète. En ce cas, il n'est pas facile de la saisir, n'empêche que c'est d'autant plus important. Mais le malentendu, parfois, le plus souvent, peut être une chance. C'est plutôt dans cette direction que je suis allée. Et je terminerai sur ce point. Je n'arrive plus à voir l'heure, donc je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps, en effet. Donc, je conclus sur le malentendu comme chance à propos de cet essai de Phyllis Forrest qui s'appelle « La beauté du contresens », qui reprend cette fameuse phrase de Proust qui dit que dans la lecture, tous les contresens, que comme les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère, que dans la lecture, tous les contresens que l'on fait sont beaux. Qui est l'idée que l'on découvre par le contresens une entente plus profonde, peut-être plus secrète, au-delà des différences de surface. Le contresens, tel que je l'entends, n'est pas le non-sens, n'est pas le hors-sens, car le contresens, j'ai mis en gras, suppose une langue commune à l'intérieur de laquelle un mot prend la place d'un autre. On retrouve le quiproquo d'origine. Une nouvelle image s'institue là où disparaît la précédente, et de texte en texte, de livre en livre, de langue en langue, la parole se met à errer merveilleusement, à divaguer, à redevenir vivante. Et donc l'idée, c'est effectivement de découvrir une entente par-delà les différences. Et ça peut apparaître comme assez paradoxal à première vue, mais je pense moins après peut-être les exemples que j'ai donnés, qui est l'idée qu'une écoute doit être sensible. Une écoute doit être sensible, et cette sensibilité la rendra attentive à toutes les différences, à toutes les manières possibles dont le sens flotte ou le sens erre, pour reprendre des mots qu'on a rencontrés, ou ce que j'ai appelé justement ce qui, dans l'écrit ou dans ce qui est apparemment fixé dans l'écrit, fixé dans l'opinion commune, etc., eh bien, se remet à vivre, se remet à bouger. Et ce que j'ai appelé cette écoute d'une oralité résiduelle à rencontrer dans tout texte écrit ou dans tout énoncé figé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.